Voilà, donc moi je suis Laurence Dumont, je suis logopède depuis juin 2000. Je travaille à mi-temps à la clinique Saint-Pierre-Auxilly et à mi-temps dans une maison de repos où je m'occupe exclusivement du Cantou, c'est la partie où sont les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc je ne vois que des patients adultes, je suis ravie d'être là. C'est une grande première pour moi, donc soyez indulgents. J'espère que ça vous plaira et que ça vous convaincra en tout cas que la logopédie a sa place à part entière dans la maladie de Parkinson et dans l'aide aux patients. Donc la logopède, c'est la spécialiste de la communication, parole et langage, donc mélodie et contenu, écrite et orale, aussi bien en expression qu'en compréhension, mais aussi de la déglutition. Donc en gros, elle s'occupe de cet étage-là. Voilà, donc ça c'est la dia que vous connaissez par cœur, la parkinsonienne avec les difficultés musculaires qu'on rencontre, mais on ne se rend peut-être pas toujours compte que ces difficultés musculaires ont aussi un impact sur la communication qui est aussi une activité motrice. Donc quand il y a une prise en charge logopédique, vous êtes évidemment, vous et vos proches, au centre de nos préoccupations. Et il pourrait vous arriver que vous ayez des problèmes d'articulation et de voix. Dans ce cas-là, on appelle ça la dysarthrie. Des problèmes de déglutition, la dysphagie. Des problèmes de mimique, un visage un petit peu moins expressif. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anomie. Des difficultés d'écriture, l'écriture qui devient de plus en plus petite. On parle alors de micrographie. Ou alors des problèmes de langage avec un manque de mots ou une difficulté à élaborer sa pensée. J'ai mis en dessous qu'on pouvait avoir des problèmes de mémoire, d'attention et de fonction exécutive, mais ça c'est traité par le neuropsychologue. Donc ça je le laisse. Voilà, donc le but de la logopédie, c'est de ralentir les symptômes, voire de les stopper pendant un temps, et cerise sur le gâteau, d'améliorer. Donc, il faut pour ça une prise en charge précoce. On va évaluer les capacités préservées, vos besoins au quotidien. Donc, quelqu'un qui vit tout seul n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui prend régulièrement la parole devant 20 personnes, par exemple. Les disponibilités, parce que vous verrez qu'il y a certaines rééducations qui sont chronophages. Donc, ici, voir un petit peu à quel moment vous êtes disponible et combien de temps vous pouvez aller chez votre logopède. Ça dépend aussi de la motivation et de vos envies et des difficultés que vous rencontrez. Donc, on ne va pas avoir la même fréquence pour une dysarthrie qu'une aphasie, par exemple. Donc, on fait un projet d'intervention thérapeutique et on discute ensemble pour avoir des objectifs clairs. Et régulièrement, on réévalue pour voir si ces objectifs ont été atteints ou pas. Donc, la logopédie, c'est une thérapie non médicamenteuse qui est reconnue. Donc, il y a de plus en plus de littérature qui dit que la logopède peut vraiment amener un bénéfice pour le patient qui souffre de la maladie de Parkinson. Évidemment, elle peut être traitée avec la prise de médicaments sans problème. Elle peut être, mais elle doit être précoce. Elle est basée sur la collaboration entre thérapeute et patient, ça, forcément. Il faut savoir que même s'il y a des moments où on ne vient plus chez la logopède, c'est en général sur le long terme, puisque les besoins évoluent, mais la logopède, c'est aussi s'adapter. Et aux bonnes nouvelles, c'est remboursé par la mutuelle. Donc, si on parle saut tout de suite, quand on souffre de la maladie de Parkinson, on va être dans le conteneur qui s'appelle trouble chronique de la parole. Vous avez un remboursement annuel de 260 séances par année de traitement. Et c'est à vie, c'est une des seules pathologies où c'est à vie. Il y a un accord du médecin conseil, c'est maximum une demi-heure par jour, mais je vous avoue qu'une demi-heure par jour, c'est beaucoup. Ça coûte 29,28 € et vous participez à concurrence de 5 € en juillet. De 5 €. Donc ça, on en a déjà parlé. Alors, dans notre étoile, la première chose, c'était la dysarthrie, donc la difficulté de voix et d'articulation. Donc, elle s'appelle la dysarthrie hypokinétique. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de force pour les fonctions de la voix et de l'articulation. Donc, en général, les gens qui poussent la porte du cabinet, ils ont une intensité diminuée, ils disent les gens
gens me demandent tout le temps de répéter. Je suis très embêtée. Quand je parle, on n'entend pas à la fin des phrases. Ou alors ils disent j'ai une voix rauque. Je suis vraiment embêtée, j'ai une voix rauque et c'est pas ma voix d'avant. Voilà. La voix, c'est un peu d'identité aussi. Une articulation moins précise. Ou alors, certaines personnes disent aussi je parle sur un ton monotone, donc j'arrive plus à mettre de l'intensité. Et le débit est ralenti. Ou à l'inverse, accéléré. Ou un peu de tout. Donc voilà. L'intensité, il y a plusieurs outils. Il y a un décibelmètre sur le téléphone, mon téléphone là. Vous avez, j'ai fait des captures d'écran, donc ça vous voyez, c'est relativement visuel et c'est un petit gadget, ça permet, si vous le mettez sur votre téléphone, de pouvoir plus ou moins évaluer où vous en êtes. Il y a le décibelmètre réel, le vrai outil. Voilà, donc c'est un petit micro, ça s'allume, je parle et ça donne un chiffre. Et on va voir tout de suite si le chiffre est. Alors, il y a des logiciels plus ou moins performants. Ici, moi, j'ai amené le Vocalab, c'est celui que j'emploie. Et alors, si vous allez chez le web, évidemment, vous aurez voilà, un panel d'outils hyper précis. Alors, ça, c'est les normes de la voix. Donc, quand vous voyez fatigant, pénible, etc., ça, c'est pour la personne qui entend. Mais ce qui est important, c'est pas très visible, mais c'est ici en son. Hein. Donc, conversation normale, on est à 50-55 décibels. Une discussion à voix haute, on est plutôt à 65 décibels, etc. Donc ça, c'est un peu pour voilà, se rendre compte. Voilà, alors maintenant, je vais switcher. Voilà, qui veut être mon Kobe? Bon, je vais faire le Kobe moi-même. Voilà, donc ici vous avez pas. Ça c'est embêtant. Voilà. Ça part. Est-ce que l'aigu et les graves sont signifiants ensuite? L'aigu et les graves. Les aigus et les graves sont signifiants pour l'intonation. Et en fonction de la rigidité du larynx, vous aurez, s'il est plus large que long, vous aurez plus de difficultés dans les aigus ou dans les graves en fonction de ça. Bien sûr. Oui. Bon, j'ai juste voulu que vous voyez pas. Bien. Voilà. Donc ici, ce que je trouvais chouette de vous montrer, c'est le logiciel. Quand on parle normalement, on est dans le zéro libre. D'accord. Si on parle beaucoup trop fort, on va monter dedans. Et je trouvais ça chouette de voir que c'est assez visuel. A priori, si vous voulez bien. Voilà. Ici, je ne parle pas dans le micro. Vous voyez, ça reste assez facile. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Ben là, vous voyez que ma voix conversationnelle est un verre olive. Évidemment, j'ai des intensités qui varient pour ne pas être totalement monotone. Mais vous voyez. Si je veux vraiment avoir une voix plus projetée, ça va dans le rouge. Et voilà. Donc en fait, puisque vous ne voulez pas le on essayera tout à l'heure en privé. Voilà. Donc ce qui est important de savoir, c'est que quand on va traiter un patient atteint de maladie de Parkinson, on va lui demander. J'aime bien le fait. Voilà. Donc voilà, on va le traiter de différentes manières. Donc il y a la rééducation classique et la LSBT. Donc la LSBT, c'est la Least Supervised Voice Treatment. Ça, c'est absolument pas important de retenir. C'est une méthode américaine, avec tout ce que les Américains ont de bon et de moins bon. Donc parfois, en Europe, c'est pas tout à fait adapté. Mais c'est une thérapie qui est hyper intensive.
Donc, les Américains, ils sont super motivés, toujours, hein, 1 heure tous les jours. Voilà. Alors, déjà, en Belgique, c'est difficile au niveau de la mutuelle, puisqu'on a le droit qu'à 1 demi-heure par jour, donc on peut encore essayer de faire manger, de bidouiller un peu quelque chose, plus un travail de 10 à 15 minutes quotidien à la maison. C'est très protocolisé, donc ça veut dire que voilà, on doit suivre les étapes, étape par étape. Et donc, les limites, moi je vois cette méthode, c'est la disponibilité du patient. S'il faut taper l'hôpital tous les jours, 1 heure, voilà, c'est pas évident. Au niveau du remboursement, on vient d'en parler, il n'y a qu'une demi-heure qui est remboursée, donc soit on triche, soit il faut évidemment que vous adhériez aussi, hein, faire des A toute la journée, c'est pas évident. Comme les chanteurs. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une méthode américaine. Les Américains sont très punch. Voilà, c'est difficile d'appliquer ça en Europe. Par contre, c'est scientifiquement prouvé que la LSVT a, au stade fructose-dermalique Parkinson, un effet positif. Donc, dans la LSVT, le principe, c'est de réapprendre à parler fort. Le seul leitmotiv, c'est parler fort. Voilà, c'est tout ce qu'on doit retenir. Et puis, on fait des A qui montent, des A qui descendent, etc. Ça, on va voir plus loin. Et donc, on espère que le nouveau comportement avec cette voix plus projetée, va rapidement passer dans le spontané et que rapidement, la personne qui souffre de troubles de la voix va pouvoir appliquer ça et que ça deviendra naturel. Alors la rééducation vocale, il n'y a pas de validation, il n'y a pas beaucoup de validation scientifique, mais par contre il y a plus de liberté. On peut faire des exercices un peu plus par an, c'est pas protocolisé et elle est plus adaptée au stade plus avancé. Donc voilà. Voilà, mais la LSVT, là je vous ai tout dit. Parlez fort. Voilà. C'est le résumé. Et alors calibrer. Donc, apprendre que quand on parle fort, quand le résultat qu'on met sur sa voix est bien, est bon, et voilà, ressentir un maximum de choses pour pouvoir, au fur et à mesure, le refaire et pouvoir de plus en plus avoir les bons indicateurs que vous parlez assez fort. Donc, ce qui est chouette, c'est que vous allez juste retenir par l'effort, mais que ça a été prouvé scientifiquement qu'il y aura une incidence sur la voix, sur la respiration, sur l'articulation et sur toute l'activité musculaire en général. Donc c'est vraiment hyper positif. Et il existe aussi la LSVT Loud la LSVT Big pour la kiné. Donc il y a aussi toute une kiné qui est basée là-dessus. Et on y va, et on renforce, et on renforce, et on renforce, et on apprend à faire des grands pas. Et on espère qu'à un moment, ce sera transposé dans le spontané. Voilà, donc les exercices que vous devriez faire à domicile, c'est faire 15A le plus long et le plus fort possible, 15A en montant vers le haut, 15A en descendant vers les graves. Et puis alors, on va décider ensemble de 15 énoncés que vous dites tous les jours. Bonjour ma chérie, comment vas-tu ? On va se promener mon petit chien. On choisit ça en fonction de votre quotidien, ça doit vraiment coller à votre quotidien. Et c'est des phrases que vous allez répéter tous les jours, fort, en parlant fort. Et puis on espère que très rapidement, comme ce sont des phrases que vous dites souvent, bonne nuit mon amour, etc., à ce moment-là, on espère que celles-là, en tout cas, vous les direz fort de plus en plus rapidement, et puis qu'après, ce sera un comportement vocal qui se généralise. La rééducation classique, on va plus travailler sur la posture, donc vous savez que dans la maladie de Parkinson, on est plutôt un petit peu penché de l'avant, et donc on referme vraiment toute la ventilation, et donc c'est de travailler sur la posture, de faire des exercices vocaux comme les chanteurs, un travail respiratoire, donc réapprendre à respirer, bien costaud abdominal, avec un maximum de force au niveau abdominal. On fait varier les fréquences, on fait varier les hauteurs, on fait varier le rythme, et c'est comme ça qu'on essaye de redonner un peu de dynamisme à la voix. Si votre voix est trop faible, vous pouvez faire un exercice, vous comptez jusque 10, et chaque fois que vous dites le chiffre suivant,
vous parlez de plus en plus fort. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Jusqu'à 10. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc c'est vraiment démarrer, chuchoter et finir en criant. 3, 4, 5, 6, et on y va. Monsieur, je vous sens prêt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, magnifique. Donc c'est ça, c'est faire varier l'intensité dans un sens et dans l'autre. 19, 8, 6. On a l'air fou quand on fait ça. On a l'air fou. Si vous êtes tout seul dans votre maison, vous criez comme ça. On sait pourquoi on le fait, hein. Non, mais les voisins, quand normalement, quand on parle fort, on dit que c'est pas. Vous inquiétez pas, hein. C'est pas fort à ce point-là. Alors, si vous êtes essoufflé quand vous parlez, vous pouvez essayer de contrôler l'inspiration et l'expiration. Donc ça, c'est facile. Vous prenez une inspiration. Dans votre tête, vous comptez dans les temps jusqu'à 4. On fait une apnée de 2 et on fait une expiration de 3. Et on peut faire varier ça à l'infini. Alors, on peut aussi faire des s et des ch. Donc, bien prendre de l'air. Et bien penser à rentrer son corps. Okay. Des phrases de plus en plus longues, je vous en ai mis une ici. Donc, je respire avant. Au début, c'est hyper facile. Et à la fin, donc, sur une seule expiration, on doit dire aujourd'hui, j'ai cueilli un bouquet de fleurs des champs dans le pré. Monsieur, je vous sens en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai cueilli un bouquet de fleurs dans les prés. Parfait. Donc, monsieur y est arrivé, mais donc c'est vraiment, d'abord, je commence par le début, un bouquet. Un bouquet de fleurs. Je reprends chaque fois de l'air. J'ai cueilli un bouquet de fleurs des champs. Et chaque fois, je continue. Aujourd'hui, j'ai cueilli un bouquet de fleurs des champs. Et puis, on allonge, on allonge, on allonge. Et c'est comme ça qu'on peut travailler de plus en plus le souffle expiratoire. Si votre articulation, c'est bien ici maintenant que ça doit arriver, si votre articulation est précise, ben on dit des phrases du style les chaussettes de l'archiduchesse. Je veux, j'exige et j'exagère. Allez-y. Ok. Cabu la nola cabulo. 3 très gros rats gris dans 3 très grands trous. 3 très gros rats gris dans 3 très grands trous. Voilà. Parfait. Les phrases sont transformées en gras. Une fois ils sont gros, une fois ils sont gras. Rat gris ou rat gras? C'était rat gris, n'est-ce pas? 3 très gros rats gris. Pas des radis, non. Alors, si votre débit de parole s'accélère, il peut arriver au même titre que ça arrive quand vous marchez, que le début de la parole soit à un bon débit, puis il y a une petite précipitation. Et donc, à ce moment-là, ben, voilà, on réapprend à rythmer la parole, donc on peut faire des A à différents rythmes, et alors, je vous ai mis la photo d'un pacing board, donc ben, on peut faire la même chose sur sa cuisse ou sur le bureau, hein, c'est simplement redonner le rythme. Et donc, on va imaginer qu'on touche le pacing board un peu comme un piano à chaque fois qu'on dit une syllabe. Et donc, ça permet de retrouver un certain rythme. Alors, c'est pas hyper naturel, mais parfois, il y a des gens qui parlent tellement vite qu'on ne les comprend plus, et qu'il vaut parfois mieux sonder un petit peu que de ne pas être compris. Votre élocution est monotone, mais là, je ne sais plus qui avait posé la question, mais c'est effectivement aigu et grave qui doivent un petit peu se contrebalancer pour donner un caractère un peu plus naturel à la parole. Et donc là, on s'entraîne, on fait un A grave, A. Voilà. Et on décline ça à l'infini. La logopède vous dit un moyen, un grave, et on décline ça à l'infini. On essaye de s'entraîner à retrouver un petit peu. Et puis après, on met ça évidemment sur du bagage verbal. Donc, une question, ma voix remonte. Comment allez-vous, monsieur? Comment allez-vous? Parfait. Après, il y a youpi, bravo, j'en ai marre. On peut faire ça à l'infini, mais c'est vraiment de retrouver, de quitter ce ton monotone et de. J'ai fait quoi? Non, j'en ai marre. Là, c'est j'en ai marre. On plonge à ce moment-là.
Alors, les autres techniques, ben ça, Cécile vous en a parlé. Le chant, super. Hein, on travaille la respiration, on travaille l'intonation, on travaille plein de choses. Le théâtre, les instruments avant et le human beatbox. Ça, c'est bien aussi pour le son. Ok, alors il se peut aussi que vous ayez un manque de mots, donc au niveau du contenu du message que vous voulez faire passer, c'est parfois un petit peu difficile de trouver vos mots, d'organiser vos idées. Si on vous demande, pendant que vous êtes en train de vous promener, de parler, c'est un petit peu compliqué. Ou alors vous avez un temps de réponse augmenté, vous aimeriez répondre plus vite, mais voilà, au début c'est un petit peu compliqué, et donc vous avez moins de plaisir à parler, vous osez moins parler, vous osez moins prendre part aux conversations parce que vous avez l'impression que au moment où vous allez prendre part à la conversation, ben, le sujet de conversation sera déjà beaucoup plus avancé et que ce sera plus compliqué pour vous d'être opérationnel. Donc ben, voilà, on fait des milliers d'exercices où on réactive un petit peu les mots, où on essaie d'aller piocher toutes ces fiches de mots qui sont là, mais voilà, qui sont un petit peu ralenties pour sortir à bon escient. Et on essaie surtout aussi de trouver une manière de contourner le manque du mot. Donc, je cherche le nom de mon voisin, je ne le sais plus, mais je l'appelle mon voisin. Comme ça, je ne dis plus monsieur Van Pieterziel, mais par contre, mon communicant, ben, il a compris que je parlais de mon voisin. Donc pour ça, on s'entraîne à trouver des synonymes, des contraires, de faire une phrase avec des mots imposés, citer des métiers dans lesquels on n'entend pas le son P, donner un nom de fruit puis un nom d'animal et alterner les deux. Enfin, il y a plein d'exercices qui fait que les mots sont réactifs. Après, il arrive un moment, parfois, pas chez tout le monde, mais il arrive un moment où c'était difficile de communiquer. Et on n'a plus d'autre choix que de compenser la difficulté de communication. Et donc, à ce moment-là, on peut faire appel à des tablettes ou à des synthèses vocales. Donc ça, c'est très numérique. Là, je vous ai mis deux. Ça, celui qui est à gauche, à droite pour vous, c'est assistant parole. Donc là, c'est vous tapez le message et la synthèse vocale de vous pour vous. Et celui qui est à... c'est Grid Player, donc là vous avez une arborescence avec des icônes et en fonction de ce dont vous voulez parler, mais ça reste très restreint et c'est pas très agréable. Et alors il y a les carnets de communication papier, donc je fais des feuilles avec mes besoins de communication pour pouvoir communiquer avec les gens qui m'entourent. Alors, il y a des gens qui poussent la porte de mon cabinet et qui disent, moi, quand j'écris, c'est vraiment tout petit, je démarre bien, et puis après, bon, on ne sait plus rien lire tellement c'est petit. C'est l'écriture petite et irrégulière, qui monte, qui descend, il y a des lettres qui sont oubliées, il y a des ratures, il y a parfois des blocages, et en tout cas, ça demande beaucoup d'efforts pour la personne qui est en train d'écrire. Et donc, c'est la même chose que la LSVT, écrire grand. Donc, on redémarre avec des exercices qui partent de l'épaule. On essaye vraiment de faire des mouvements, des graphies, et puis petit à petit, on retourne vers un mouvement moins ample, et on essaye vraiment de retenir qu'il faut écrire grand. Parce qu'au début, vous écrivez grand, et puis ça... C'est comme la voix. La voix, au début, on parle normalement, et puis elle s'éteint. L'écriture, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment mettre en œuvre de nouveau le fait d'écrire grand. Alors, la mimie, c'est le fait de ne plus avoir de mimique sur le visage. Et ça, évidemment, ça touche pas mal la communication verbale, parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui ne sait plus montrer ses émotions et qui vous dit qu'il est très content de quelque chose, on est quand même difficile à le croire, et c'est pas évident de ne plus pouvoir transmettre ses émotions. Donc, il y a aussi moins de gestes qui accompagnent la communication. Vous voyez ici que je vous parle, j'essaie de rendre les choses vivantes, et donc je fais plein de choses avec mes mains. Et ça donne aussi des informations à l'interlocuteur sur est-ce que je le prends bien, est-ce que je le prends pas bien, est-ce que je dis que je le prends bien et qu'en réalité je le prends pas bien. Voilà, il y a un tas de choses qui passent par ça. Et
Et c'est important de retravailler les 6 émotions de base et de rendre conscient ce qu'on fait passer dans ces émotions. Quand je suis très contente, on repasse en revue. Quand je suis très contente, ma coalition des lèvres se lève, j'ai un plissement au niveau du nez, mes yeux se rapetissent un petit peu, et on essaye de travailler pour rendre les choses les plus naturelles possible. Alors, mon visage est trop rigide, donc là, il y a des exercices, faire vibrer vos lèvres. Hein? Comme les bébés. Voilà, alors alternez les différentes voyelles. A, I, O. Hein? Vous avez chaque fois A, I, O, A, I, O. Et chaque fois, vous redonnez un peu de souplesse. Gonfler les 2 joues, résister quand on pousse dessus. Enfin voilà, ça se dessine aussi à l'infini. Mais on redynamise un petit peu le visage. Ça, on a expliqué un peu les 6 émotions et on essaie vraiment de les décrypter. On fait du travail de mimétisme et on essaye de redonner un petit peu de. C'est quoi? Alors, on prend les 6 émotions. Alors, la joie, la peur, la tristesse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le dégoût, la colère, la peur. Ça fait 6, on est bon, hein? Et alors, les problèmes de déglutition, donc ça c'est plus tardif, et puis tout le monde n'en a pas, donc voilà. La déglutition, c'est une activité motrice, hein, donc vous avez tous les muscles, tous les sphincters musculaires qui, dans un ordre bien coordonné, se sollicitent mutuellement. Et donc, forcément, comme vous avez une atteinte du geste de l'écriture, comme vous avez une atteinte du geste de la parole, comme vous en avez une atteinte de la marche, vous pouvez aussi avoir une atteinte du geste de déglutition. La commande motrice est ralentie, donc je suis en train de manger, mais aussi comme j'ai la même chose à la marche, j'ai un peu de mal à démarrer, je commence déjà à avaler alors qu'en réalité je n'ai pas initié le mouvement, et donc voilà, il y a des choses qui vont se passer là où il faut pas. La fermeture de tous les sphincters qui prévient le sphincter suivant qu'il va falloir se fermer parce que la nourriture arrive se fait un petit peu moins efficacement. Et puis surtout, quand on avale de travers, on tousse. Et comme c'est une activité musculaire extrêmement énergivore, la toux, eh bien, elle est moins bonne qu'avant, et donc on est moins protégé contre les fausses routes. Donc, on perd l'appétit, on a plutôt peur de faire des fausses routes, de tousser en public, de ne plus avoir l'air poli au restaurant, on va dire. Et arrive les pneumopathies d'inhalation, donc j'ai avalé de travers plusieurs fois, ça s'est répété plusieurs fois, et à un moment je m'infecte de nouveau les poumons, et mon état général s'en inquiète. Mais bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, pour travailler la déglutition, on va faire de nouveau plein de grimaces dans tous les sens pour retravailler les organes qui participent à la déglutition. La langue, très important, donc tirer la langue, mettre la langue vers le haut, mettre la langue vers le bas. Au niveau des manœuvres, il y a des manœuvres qui sont facilitatrices que vous ferez avec votre logopède. On adapte les textures, donc si c'est compliqué pour moi de boire de l'eau parce que mon épiglotte s'abaisse plus tardivement et que donc je ne suis plus protégée contre les fausses routes liquides, on peut rajouter un peu de poudre dans le liquide qui va épaissir le liquide, le rendre plus fluide et qui va permettre à mon épiglotte de s'abaisser. Je peux faire varier mon environnement, je peux prendre des couverts adaptés, par exemple au tremblement, il y a une cuillère électronique qui a un tremblement contraire au vôtre et qui fait que la cuillère ne tremble plus. Il y a des gobelets avec des couvercles, il y a des gobelets à dégoût nasale pour ne pas devoir se mettre en arrière. Il y a des tas de choses qui permettent de s'adapter. Et de nouveau, les Américains sont de retour, il faut avaler fort. Donc dans les exercices à faire, c'est vraiment avaler fort, vraiment avec beaucoup de transport.
Bon, ben on arrive déjà à la fin de ma conférence. Donc, la prise en charge logopédique, elle est clairement bénéfique dans la maladie de Parkinson. Ça, la littérature est unanime. Pour bien faire, elle doit être précoce. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, précoce? Ben, dès que l'entourage commence à dire, voilà, tu parles un petit peu moins fort, ou je trouve que ta voix est un petit peu monotone, il ne faut pas attendre que les capacités motrices soient trop atteintes pour pouvoir justement travailler par l'effort et pour pouvoir remettre en place ce nouveau comportement. Ça, vous pouvez me le dire plus facilement, je pense. Si vous voyez quelqu'un, vous pouvez le dire plus facilement que vous-même. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il faut que vous veniez me voir pour que je le Oui, dise. bien sûr. Donc, voilà, ouais. c'est un professionnel. Je sais qu'il vous voit. Voilà. Bon, en général, vous voyez quand même le neurologue régulièrement, etc. Donc, il peut, s'il est au courant, il peut éventuellement vous en parler. Elle est évidemment centrée sur vos besoins. Hein, donc, si vous êtes un grand communicant, pas un grand communicant, si vous vivez seul sur une île déserte, si vous faites partie du groupe Action Parkinson et que vous avez besoin de parler beaucoup, ça va vraiment être centré sur vos besoins. C'est une prise en charge qui est quotidienne, vous l'avez vu, hein, une séance d'1 heure 4 fois par semaine et puis un travail quotidien de 15 minutes les jours où vous n'allez pas chez la logopède, donc ça demande un réel investissement. C'est pour ça aussi qu'on le fait de manière précoce, hein, parce qu'à un moment, voilà, l'investissement est un petit peu plus compliqué avec tout ce qu'on a à gérer en plus. Voilà. Et elle est surtout pluridisciplinaire. Donc, si vous êtes prise en charge par un kiné, par une logopède, par un ergothérapeute pour les difficultés motrices au niveau de la main, par le neurologue qui vous suit, par votre médecin traitant. Et c'est important que tous ces gens-là soient en communication et soient au clair avec vos objectifs et la manière d'y arriver. Voilà. Je voulais juste encore vous poser une question sur la langue. Oui. L'utilisation d'une langue étrangère qu'on connaît aussi, ça peut favoriser l'évolution, ça peut être un plus ou pas? Parce que peut-être qu'on s'exprime plus facilement parfois dans une langue étrangère qu'on connaît bien, évidemment, que dans sa propre langue maternelle. Mais est-ce qu'on utilise ce système ici? En théorie, c'est la langue maternelle qui va être préservée le plus longtemps possible, mais voilà, il se peut que... Il se peut qu'avec une autre langue. Alors, les points d'articulation d'une langue à l'autre ne sont pas les mêmes, donc c'est clair que vous allez travailler d'autres mouvements et que c'est toujours positif. Et même, voilà, au niveau cognitif, le fait de faire des traductions, le fait de pouvoir réfléchir à ce qu'on dit, etc., c'est certainement... Je pense qu'il doit aussi apporter quelque chose. Oui, c'est sûr. Sauf qu'il faut que votre logopède parle l'autre langue. Ah oui. Ah, c'est là que ça coince. Dites-moi. Si vous conseillez une visite chez un dentiste, j'ai un modèle pour l'audition, parce que l'audition, alors, le dentiste, certainement. Donc, les études ont prouvé que 60% des pneumonies d'inhalation étaient dues à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, certainement que je vous encouragerais à aller chez le dentiste, à avoir un dentier et des dents bien adaptées pour l'alimentation, sinon vous mettez des difficultés supplémentaires dans ce cheminement de l'alimentation, évidemment. Donc ça, oui, très important. Maintenant, l'audition, ça, je crois que c'est lié à l'âge. Et donc, oui, effectivement, vous avez une moins bonne boucle déphonatoire si vous entendez moins bien, mais ça, c'est peut-être moins lié à la maladie de Parkinson. L'audition de votre partenaire de vie, parce que souvent... Alors, vous pouvez envoyer votre partenaire de vie chez nous.